Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. L'affaire Adrien Quatennens continue de troubler à gauche et au sein de la France insoumise. Vous avez forcément lu cette tribune signée par un millier de militants de gauche et de la France insoumise qui demandent son exclusion définitive du groupe LFI à l'Assemblée et tout simplement des sanctions plus fortes, qu'il démissionne même de son poste de député. Est-ce que c'est à prendre en considération ? Alors, il y a cet appel. Vous avez aussi un appel des jeunes insoumis. Donc, le débat continue. Et moi, je les remercie pour ces initiatives. Parce que c'est pas un sujet qu'on peut mettre sous le tapis. On est un mouvement, France Insoumise, qui portons un projet ambitieux. Quand notre projet, l'aboutissement, c'est une société d'émancipation, ça veut dire qu'on met à terre l'ensemble des rapports de domination. Et la question de la domination patriarcale n'est pas un à côté. La question féministe, elle est forcément au cœur, au centre. On a eu un débat démocratique dans l'enceinte du groupe parlementaire qui a amené à une prise de décision sur justement l'exclusion du groupe France Insoumise temporaire pendant 4 mois. Sauf que le même jour, on était face à un plan de communication d'Adrien Quatennens qui aurait, je pense, mieux fait de se taire. Ça vous a dérangé, clairement ? Oui, parce que finalement, il s'est mis dans une situation de recherche de défense qui reprend tous les arguments masculinistes. Or, la problématique qui nous est posée, c'est pas de faire une deuxième justice. J'ai entendu parler de certains de deuxième peine. C'est pas cela. Il y a le rôle de la justice, qui a condamné Adrien Quatennens pour violences faites aux femmes à 4 mois de prison avec sursis. Et puis il y a le mouvement politique qui doit réfléchir à quelles conditions une personne peut garder le rôle finalement de défendre le programme en direction de l'ensemble de la société. Parce que sa parole ne porterait plus sur ces sujets ? Alors, la question que moi, je me suis toujours posée, c'est quelles peuvent-elles être les conditions qui font qu'un député qui a commis des violences faites aux femmes peut être utile à la lutte contre les violences faites aux femmes ? Cette question doit être posée car vous pouvez très bien avoir commis des violences faites aux femmes et puis finalement reconnaître la faute, faire un stage et être en capacité de déconstruire tout le mécanisme systémique de domination patriarcale qui vous a conduit à cet acte inacceptable qui, dans le violentomètre et dans le rouge, la gifle, est un acte grave à ne surtout pas banaliser. Le problème, c'est que sa défense montre qu'il n'est pas du tout dans la déconstruction patriarcale de ce qu'il a commis, mais au contraire dans la justification masculiniste. Et donc c'est là que le problème finalement reste entier malgré la décision à laquelle je souhaitais me respecter. Donc pour que les choses soient claires, Danielle Simonet, pour vous aujourd'hui, l'exclusion d'Adrien Quatennens du groupe parlementaire ne peut pas être seulement temporaire. En tous les cas, il y a nécessité que le débat recommence dans l'enceinte du groupe parlementaire pour les responsabilités qui sont les siennes, parce que la situation n'est pas la même avant et après le choix stratégique de défense qu'il a pu avoir. Et moi, si j'ai un message aussi à adresser à Adrien Quatennens, c'est qu'il comprenne que s'il qu'il prétend toujours être aussi convaincu par le programme de l'avenir en commun, dans lequel il y a non seulement la question féministe qui est centrale et l'ensemble du programme, eh bien, qu'il se mette en retrait longtemps tant qu'il n'a pas déconstruit ce qu'il a fait. Parce que là, aujourd'hui, il ne démontre absolument pas qu'il est en capacité d'être utile dans le message qu'il peut porter aux autres hommes pour lutter contre les violences faites aux femmes. Laurence Rossignol, l'ancienne ministre déléguée aux droits des femmes, était l'invitée hier de France Inter. Pour elle, il faut une règle commune. On l'écoute et vous allez nous dire ce que vous en pensez après. Donc, il faut qu'on pose une règle et on doit en discuter. Si il faut dire que tout élu condamné doit être systématiquement inéligible, il faut qu'on porte ce débat-là. Mais on peut pas... Vous êtes d'accord, vous seriez d'accord pour ça ? Moi, j'avais déposé des amendements, je crois que c'était en 2017, que la majorité avait refusé d'ailleurs, dans la loi, je sais pas, ça s'appelait Confiance, je crois, pour effectivement créer une peine quasi automatique d'inéligibilité pour les élus condamnés, ne serait-ce que déjà pour des atteintes aux personnes.
Tout élu condamné doit être inéligible. Vous êtes d'accord avec Alors, ça? elle ne dit pas tout élu condamné doit être inéligible, hein, parce que tout dépend de l'objet de la condamnation. hein. Il faut la même règle pour Non, mais Inéligible. tout dépend le sujet et l'objet de la condamnation. Parce que vous pouvez être condamné Diffamation. pour diffamation, par exemple. Moi, j'ai été attaquée pour diffamation non publique, justement parce que, en tant que responsable, au départ, je ne le suis plus, de la cellule de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, eh bien, Vous un aviez camarade qui avait été considéré comme auteur De faits de violence. exactement, eh bien, avait porté plainte pour Une règle diffamation commune, non en publique tout à cas. mon encontre. Donc, j'ai gagné le procès, mais j'aurais pu perdre le procès. Donc, attention de quoi on parle. Par contre, qu'il y ait une réflexion au sein de la NUPES sur justement la façon de travailler ensemble, les Au sein bonnes de la NUPES réponses ou plus en fonction largement du communiqué. Déjà, faisons-le au sein de la NUPES, hein, parce que moi, excusez-moi, mais travailler ces questions-là avec la Macronie, quand vous voyez les dossiers bien plus graves dans lesquels qui ne souhaitent absolument pas gérer, que ce soit l'affaire Abad et il y en a plein d'autres, non, je pense que c'est au sein de la NUPES qu'on doit travailler ces questions-là. Mais je pense y compris qu'au sein du mouvement France Insoumise, ce qui pourrait être fort utile, parce que les questions féministes et les questions démocratiques peuvent être liées et qu'il faut savoir aussi s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, je pense qu'on aurait à y gagner de constituer des assemblées des femmes. Des assemblées des femmes dans chaque département, des assemblées des femmes nationales. Pas aussi la question des Pour hommes. qu'il y ait... Ah si, mais je pense qu'il est important qu'il y ait aussi une auto-organisation des femmes sur ces sujets pour être bien plus en pointe sur ces sujets et entraîner dans l'ensemble des instances, évidemment. Un dernier mot mixtes et avant paritaires. de refermer ce dossier. Ce que dit aussi Laurence Rossignol, c'est une règle commune pour que tous les partis soient face à la même situation dans ces cas-là. Et qu'entre guillemets, c'est ce qu'elle dit, la gauche ne soit pas seule, entre guillemets, à se punir de sujets qu'elle porte davantage. Est-ce que vous la suivez sur ce côté-là ou est-ce que vous dites, nous, on porte ces sujets, on les met en avant, on le revendique, on doit être peut-être plus exemplaire que d'autres? Non, je pense que ça peut être très bien aussi d'avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on change et la loi et les institutions sur ces questions-là pour que l'ensemble des représentants du peuple soient soumis aux mêmes règles. Mais je pense par ailleurs que c'est déjà aux partis de gauche de pouvoir avoir une réflexion à leur sein pour ne pas se planquer derrière des partis qui, eux, sont tellement engoncés dans un masculiniste assumé qu'ils ne vous suivront jamais. C'est la petite différence que je dirais, mais je pense que Laurence Rossignol sera aussi d'accord pour que les partis qui le souhaitent soient en avance de la loi qu'on obtient et qu'on fait changer. Vous aurez l'occasion d'en parler. On fait un point sur l'essentiel de l'actualité à retenir ce matin à 8h40. C'est le Fil Info avec Valentine Letès. Jusqu'au 15 janvier, pas de risque de coupure de courant, assure sur France Inter Emmanuelle Vargon. La directrice de la Commission de régulation de l'énergie se félicite de la nouvelle baisse de la consommation d'électricité en France, moins 9% en décembre par rapport aux années précédentes d'après le gestionnaire du réseau. Une 5e plainte sera déposée contre l'hôpital de Remiremont dans les Vosges. France Info vous le révèle. Depuis plusieurs années maintenant, des morts inexpliquées de patients se multiplient dans cet établissement. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, attendu aujourd'hui à Kiev, en Ukraine, pour témoigner du soutien continu de la France, explique son cabinet. Kylian Mbappé ou Achraf Hakimi joueront peut-être sous les couleurs du PSG dès ce soir, seulement 10 jours après la fin du mondial de foot. Reprise de la Ligue 1, le championnat français aujourd'hui, et le Paris Saint-Germain reçoit Strasbourg à 21h. France Info. Le 8-30 France Info, Julie-Marie Lecomte, Nicolas Payard. Daniel Simonet, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment mettre cette crise derrière. Ce que dénoncent aussi dans cette tribune les militants de la NUP, ce sont des décisions opaques. On va écouter ce que disait Clémentine Autain, une de vos collègues à l'Assemblée. Elle demande plus de démocratie interne. Je pense qu'il faut avancer vers davantage de délibération collective. Il faut donner plus de moyens aux groupes d'action et il faut faire vivre un état d'esprit qui est l'état d'esprit du pluralisme. Donc c'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'on peut progresser, clairement. Oui, on peut progresser sur ces sujets. Il faut revoir le fonctionnement de ce parti. Alors, c'est pas un parti, c'est un mouvement. Et oui, je pense qu'il faut revoir. C'est-à-dire que... et toute la réflexion qui doit être la nôtre, c'est comment
ne pas retomber sur la forme parti classique. Et pour autant, comment comprendre que la forme mouvement gazeux, où finalement les directions sont plutôt renouvelées par cooptation, ça ne peut pas fonctionner non plus. Et vous savez, on peut avoir une certaine forme, au sein de la France on peut avoir une Insoumise formation, une organisation qui est valable quand vous êtes en campagne présidentielle, où là on est tous derrière le candidat. Et d'ailleurs, les campagnes aux législatives de chaque candidat aux législatives mettez en place sa propre équipe autour de lui, de campagne, ça c'est compréhensible. Mais quand vous êtes dans le temps long, vous devez avoir une autre forme d'organisation. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de toute façon intrinsèque à dire on a un mouvement gazeux et finalement tout est organisé autour d'un chef ? Exactement. Donc, il y a eu néanmoins des avancées. C'est-à-dire que vous avez eu plus de moyens qui ont été accordés, notamment à la fois au groupe d'action, à la fois aux coordinations départementales, la question aussi financière, comment aider les départements à pouvoir avoir des locaux pour mieux pouvoir se développer, s'organiser. Mais il faut aller plus loin pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des instances qui puissent être élues démocratiquement. Est-ce que ça n'existe pas ou est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'en veut pas aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, vous avez une direction politique qui fonctionne en termes de coordination d'espace, et c'est les différents espaces en fonction des tâches militantes qui vont choisir qui les représente. Mais en fait, on se rend compte à l'arrivée que la diversité du mouvement ne s'y est pas exprimée. Moi, à titre personnel, j'étais pas candidate pour les instances. Je serai candidate quand j'estimerai que je serai à l'aise dans ces instances. Bon, et j'estime que je ne le suis pas. Mais quand vous avez une diversité dans le mouvement, avec des personnalités qui racontent des histoires aussi différentes, mais riches et complémentaires, entre une Clémentine Autain, entre un Alexis Corbière, François Ruffin, Éric Coquerel, Raquel Garrido, et qu'à l'arrivée, vous ne voyez aucune de ces personnalités dans l'instance de direction. Vous voyez bien qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. Il vient d'où, ce souci ? Alors, qui ne veut pas aujourd'hui ? Il faut le mettre sur la table pour faire en sorte que les militants puissent définir quel type d'organisation ils souhaitent pour pouvoir à la fois avoir des espaces d'intelligence collective qui soient enrichissantes. Et il faut aussi qu'à tous les niveaux, le cadre démocratique existe. Vous Par le dites, exemple, pardon, sur la mais question... Daniel Simonet, vous le dites à qui, ça ? À Jean-Luc Mélenchon ? Je le dis par exemple à l'ensemble de la direction qui est issue. Pour le dire autrement, Daniel Simonet, est-ce qu'aujourd'hui le problème de la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon ? Non, c'est pas. Enfin, je vais réduire le problème. Son attitude a été mise en cause aussi dans la gestion de l'affaire Quatennens. Tout à fait. Et comme le dit Annie Ernaux, il y avait un souci avec la façon dont il a pu réagir et qui correspond quelque part à une ancienne époque qui ne voyait pas la problématique aussi systémique de la question. Et puis probablement à ces liens de cooptation, de filiation. Il faut donc que nous prenions toutes et tous nos responsabilités. Nous avons une nouvelle forme organisationnelle à penser. On ne part pas de rien. Et il n'y a pas eu zéro progression ces 6 derniers mois. Il y a eu énormément d'évolutions et de prise en compte au niveau du fonctionnement de la France Insoumise. Mais vers à moitié plein, vers à moitié vide, le débat doit se poursuivre pour que l'ensemble des militantes et des militants ne se sentent pas simplement des colères d'affiches des braves loyaux à la tâche militante, mais pour qu'ils puissent avoir le sentiment de pouvoir aussi participer au débat à tous les niveaux, sur la question d'Adrien Quatennens comme sur toutes d'autres questions. Vous allez faire pression comment, dans quel cadre en fait ? Écoutez, là déjà... Parce que la direction, et puis après, coup, ce ne sont pas les gens qui pensent comme vous. Comment ? Du coup, le parti aujourd'hui est tenu par des gens qui ne sont pas sur cette ligne-là. Je pense qu'on peut avoir d'abord ces débats de manière sereine, et j'invite tout le monde à les avoir de manière sereine. C'est pas toujours le cas sur la question Adrien Quatennens. C'est vraiment, j'invite tout le monde, quelles que soient ses positions, à être plus respectueux, puisque c'est des sujets qui parfois génèrent, selon moi, trop de tensions. Mais sur la question démocratique, je pense que nous sommes la seule force politique qui est capable à chaque fois de s'inspirer des méthodes de l'éducation populaire. Nous sommes en avance sur beaucoup de mouvements dans ces réflexions-là. Alors il faut continuer à se les poser pour progresser, pour se rendre compte que les intelligences collectives, elles doivent pouvoir avoir lieu à tous les niveaux et que les instances doivent pouvoir être élues par l'ensemble des militants. Ce sont des choses assez simples
assez basique. Et je l'ai dit donc à toutes et tous. La réalité, Daniel Simonet, c'est que depuis la rentrée, entre l'affaire Adrien Quatennens, l'avenir du parti et les questions qui entourent Jean-Luc Mélenchon, tout cela rend assez inaudible vos propositions sur les sujets qui sont les principaux actes que vous portez normalement, les questions sociales notamment. Faut pas être dupe non plus. Je veux dire, il y a aussi une logique médiatique de parler énormément de l'ensemble de ces sujets-là et beaucoup moins de nous interpeller beaucoup moins sur les questions d'actualité des autres sujets. Hein. Alors, ceci dit, le traitement médiatique de toutes ces affaires-là est néanmoins aussi un sujet politique. Je pense que, par exemple, ce serait intéressant de comparer le temps d'antenne sur l'affaire Adrien Quatennens et sur l'affaire Abad. Et pour autant, j'estime que nous devons reprendre la discussion sur la question d'Adrien Quatennens, car je ne suis pas satisfaite de la situation aujourd'hui. Alors, ceci dit, depuis vendredi dernier, c'est pas du tout sur la question sociale qu'on entend Jean-Luc Mélenchon. Il n'intervient que sur la question kurde, après la fusillade de la rue d'Anguin à Paris, et il abonde dans le sens de la communauté kurde, qui voit la main de la Turquie derrière ces assassinats. Vous êtes d'accord avec lui sur ce point-là ? Écoutez, moi, je suis en colère et extrêmement attristée de ce drame. Enfin, je veux dire, on est face à une situation qui relève, pour moi, d'un attentat. Vous avez un crime odieux qui est orchestré. Pas selon l'enquête. Selon l'enquête, pour l'instant, on parle de crime raciste. Mais excusez-moi du peu, il y a quand même des terribles coïncidences. Les femmes kurdes devaient se réunir, donc les femmes et les dirigeantes femmes kurdes devaient se réunir au Conseil démocratique kurde de France, donc dans la rue d'Anguin, au moment même où il y a eu l'attaque. Finalement, la réunion avait été décalée d'1 heure pour des problèmes de transport, et ça aurait pu être un carnage. S'agit-il d'une coïncidence ? L'homme a été déposé par une voiture. Quelle est donc, est-ce qu'on peut retrouver ce chauffeur qui a déposé ? Quelle était donc l'intention ? Ensuite, il est allé dans un restaurant kurde et dans un coiffeur kurde. Dans cette rue d'Anguin, il n'y a pas que des boutiques kurdes. Quelle est la justification d'un crime raciste qui s'attaquerait qu'aux Kurdes ? On est quand même 10 ans après le triple féminicide de 3 dirigeantes kurdes, où on sait pertinemment qu'il y avait une responsabilité des services secrets de Turquie et pour lequel la France n'a pas voulu faire le lever de secret défense. Alors soyons clairs, Daniel Simonet, le parquet national antiterroriste peut se saisir d'une affaire quand il estime qu'il y a des éléments suffisants pour que l'enquête entre dans le cadre antiterroriste. Il ne l'a pas fait pour l'instant. Nous le regrettons. Est-ce que vous le regrettez parce que vous estimez que c'est une politique d'État française qui justifie qu'il ne soit pas saisi ? Écoutez, nous n'avons aucun moyen de pouvoir prouver si c'est un assassinat commandité par les services ce n'est pas le rôle de l'enquête, turcs, ou si c'est un acte raciste pur, point barre. Ce qui est gravissime par ailleurs, ce qui montre déjà un climat d'extrême droite dans le pays qui pousse à l'acte. Mais que l'enquête ait lieu. Que l'enquête aura lieu. Pourquoi donner le sentiment que vous doutez du fait que l'enquête aura lieu ? Mais parce que, d'emblée, la question terroriste semble avoir été évincée. Donc nous alertons et nous disons, prenez cette chose au sérieux. Parce que vous avez d'abord une responsabilité. Vous devez protéger la communauté kurde et de fait, vous ne l'avez pas fait. Premièrement. Deuxièmement, cela fait 10 ans que chaque année en manifestation, lorsque nous commémorons aux côtés de nos amis kurdes le triple féminicide, et que nous exigeons que justice soit rendue et que le secret défense soit levé, il ne l'est toujours pas. Quand vous dites d'emblée, est-ce que vous estimez que c'est une décision politique de ne pas que le parquet national antiterroriste ne se saisisse pas de l'affaire ? Voilà, nous demandons clairement la levée du secret défense pour le triple féminicide et que sur cette enquête, la justice soit rendue et qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils n'évacuent pas la problématique terroriste. Parce qu'on a quand même eu beaucoup d'hypocrisie ces derniers temps. Vous savez pertinemment que quand il y a eu l'entrée, par exemple, de la Finlande de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, quel a été le deal géostratégique qui avait été passé ça, c'est à un moment l'État. donné. La justice antiterroriste est indépendante. Donc soit vous faites un lien, soit vous ne le faites pas. Main
Daniel Simonet. sur les ressortissants kurdes. Donc on sait bien qu'il y a une problématique géopolitique avec des velléités de céder à la politique d'Erdogan à l'encontre des Kurdes. Donc vous faites un lien entre une décision politique et une décision de justice du parquet national antiterroriste de se saisir ou non? Nous interrogeons, y a-t-il un lien ou pas? Et nous demandons que l'enquête permette d'aller jusqu'au bout. Le message est passé. Daniel Simonet, on a d'autres sujets à évoquer. On le fera juste après un passage par le fil info à 10 minutes de 9h avec Valentine Lettès. Moscou riposte. À partir du 1er février, la vente de pétrole russe sera interdite à tous les pays à l'origine du plafonnement de son prix, comme ceux de l'Union européenne et du G7. C'est le principal suspect dans la mort d'Emen à Montpellier. Ce garçon de 13 ans, renversé par un chauffard il y a 2 semaines, le soir du match France-Maroc. Un homme de 20 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire hier. Jamais la SNCF n'a enregistré un bénéfice aussi élevé. 2,2 milliards d'euros, c'est un record. La SNCF a l'obligation d'en reverser 60% pour financer les travaux du réseau ferroviaire. Qui, pour reprendre Scopelec, le premier groupe coopératif français en redressement judiciaire? Le tribunal de commerce de Lyon se prononce ce midi sur le sort du sous-traitant d'Orange et de ses 2300 salariés. France Info. Le 8-30 France Info, Julie-Marie Lecomte, Nicolas Teillard. Et Daniel Simonet, député de Paris, qui est notre invité ce matin. On a beaucoup parlé de la SNCF pendant ces fêtes de Noël. On a découvert hier soir les bénéfices records de la compagnie pour cette année 2022. Plus de 2 milliards d'euros qui vont servir essentiellement à l'entretien des lignes, des installations ferroviaires. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, on aimerait bien savoir quel est le salaire du PDG de la SNCF pour qu'il ne se préoccupe pas à ce point-là des conditions de rémunération des agents de la SNCF. Et puis surtout, je vais vous dire une chose, ça fait quand même des années qu'il y a un problème de maintenance à la SNCF, qu'il y a un problème dans l'entretien des lignes et qui a été dénoncé par les organisations syndicales, qui est le fruit d'une réduction sans cesse des effectifs et d'une politique libérale de casse de ce service public. On sait que la SNCF a été confrontée à une multitude de fermetures de lignes, de gares, et qu'il faut au contraire, face aux enjeux écologiques, aux enjeux sociaux, redévelopper le fret. On avait mené la bataille à l'Assemblée nationale sur le budget et on avait obtenu un amendement pour augmenter de 3 milliards d'euros les investissements, justement pour redévelopper. Donc c'est très bien parce que ces bénéfices, ils vont permettre justement de participer à l'entretien du réseau. Oui, mais alors ce qui serait quand même intéressant, c'est qu'on nous dise sur le dos de qui ils ont été faits, ces bénéfices. Et sur quelle dégradation de services publics ont été faits ces bénéfices. Demandez aux citoyens, aux citoyennes de la France entière combien ont été confrontés à la fermeture d'une gare, à la réduction du nombre de trains. Je veux dire, on a le sentiment quand même que ces 30 années de libéralisme ont amené, vous prenez les cartes de la SNCF, du maillage fonctionnel et les cartes aujourd'hui, vous êtes mais frappés par la réduction des lignes, la réduction des services publics. L'objectif de la SNCF, c'est pas de dégager du profit. L'objectif de la SNCF, en termes d'entreprise publique, c'est de développer le transport des personnes et des marchandises pour répondre à un enjeu social et écologique. Après la grève des contrôleurs le week-end dernier, les voyageurs veulent faire la grève du billet, ils ont raison. Oui, quand vous voyez l'augmentation des tarifs et regardez les problématiques franciliennes, alors c'est pas que la SNCF, c'est aussi la RATP, on a quand même le sentiment que les citoyens sont quand même très souvent lésés par des prix extrêmement chers, une qualité de service qui n'est pas au rendez-vous, et qui n'est pas au rendez-vous, je le dis encore, parce qu'à chaque fois, ce sont des choix libéraux de privatisation de nos services publics qui sont faits, au lieu d'être dans des choix d'aménagement du territoire, de planification, pour améliorer la qualité du service public. Il y a un véritable enjeu écologique de pouvoir faire en sorte que nos marchandises ne soient plus transportées par camion, mais par train, qu'on puisse beaucoup plus facilement se déplacer par train pour justement abandonner la voiture. Et hélas, le bilan de ces 30 dernières années, ça a été l'inverse. Et c'est d'abord les salariés qui en payent le coût, avec une dégradation de leurs conditions de travail et des rémunérations qui ne suivent pas. Résultat, on a une pénurie aujourd'hui pour retrouver des conducteurs de train, puisqu'ils ont démissionné de manière historique.
et puis les citoyens à l'arrivée qui payent plus cher pour un service de moindre qualité. Un mot parce que le temps passe vite. Ce que vous défendez, c'est aussi un modèle social français. La réforme des retraites arrivera dès les premières semaines de janvier. Il y a aussi des discussions sur le deuxième volet de l'assurance chômage et de sa réforme. Est-ce que vous croyez, vous dur comme fer, à une mobilisation cet hiver ? Écoutez, elle est déterminante. C'est vraiment la mère des batailles. Le gouvernement et Emmanuel Macron veut nous infliger une souffrance inacceptable. La retraite à 65, 67 ans, c'est vraiment monstrueux quand vous savez qu'à 62 ans, la moitié des travailleurs pauvres sont déjà morts. La retraite à 60 ans est une nécessité à la fois en termes de progrès humain et à la fois de cohérence, la réduction du temps de travail pour qu'on puisse travailler tous et qu'on puisse vivre à la retraite. Ça se passera à l'Assemblée ou dans la rue ? Ça va se passer dans les deux, aux deux niveaux. Je veux dire, la bataille à l'Assemblée, si évidemment, Elisabeth nous allons Borne, la si mener, Elisabeth Borne trouve une aussi... majorité pour faire voter cette réforme des retraites, est-ce que ça ne délégitimise pas Mais vous savez d'ores et déjà qu'Elisabeth Borne va user du 49.3 comme elle en a abusé. Si elle trouve on a eu droit à un 49.3, chemin avec les Républicains. Et 10 de d'air, quoi, 10 49.3. On voit bien que ce gouvernement, de toute façon, et Emmanuel Macron abuse des outils de la Ve République totalement antidémocratiques, hérités vraiment de la monarchie, que sont le 49.3. C'est le droit de veto de Macron. Et à chaque fois qu'il est en désaccord avec la démocratie parlementaire et finalement avec le peuple, parce que nous sommes la représentation du peuple, eh bien, il utilise le 49.3 pour tuer tout débat et piétiner le débat démocratique. Et il en usera sur la question des retraites. Et donc rendez-vous à la rentrée. Rendez-vous à la rentrée, courage à toutes et tous. Cette bataille est essentielle. La retraite pour nous, c'est pas 65 ans, c'est 60 ans. Et d'ici là, bonne fête. Daniel Simonet, député de Paris invité. Vous avez évoqué simplement un chauffeur sur l'affaire de la rue d'Enghien. D'après nos dernières informations, il était question que le tireur soit arrivé à pied sur les lieux. Je voulais juste le préciser. Ce matin, vous étiez l'invité du 8h30 France Info.